Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la ligne Sungo. Cas par cas, le plaisir d'accueillir ce soir la Gendarmerie nationale représentée par un expert. Bonsoir, adjudant Jérôme Copin. Bonsoir, K. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est parce que nous sommes au cœur d'un événement qui mériterait, je pense, davantage d'être vulgarisé, d'avoir plus de publicité. C'est le Cybermois, dont on va parler dans un instant. On entend tous parler d'Octobre Rose contre le cancer, mais quand on est confronté à un piratage informatique, octobre peut devenir noir. Alors, Jérôme, vous êtes référent cybersécurité à la gendarmerie du Haut-Rhin depuis 2023. On va d'abord revenir rapidement sur votre parcours. Vous êtes gendarme où et depuis quand? Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'institution. Effectivement, je suis titulaire d'un diplôme universitaire depuis maintenant 2 ans et employé dans cette fonction de référent cybersécurité. Je travaille au profit de l'état-major, donc le groupement gendarmerie départementale à Colmar, et je suis physiquement centré de manière plus centrale, on va dire, pour répondre aux requêtes du département, donc sur TAN exactement. Donc 2 décennies dans la gendarmerie. Comment vous êtes arrivé à la cybersécurité? C'est parce qu'il y a une passion d'abord pour tout ce qui est peut-être numérique ou... Ouais, alors après, c'est un concours de circonstances. J'ai toujours eu une appétence pour la partie numérique parce que dans le cadre des enquêtes, les enquêtes évoluent. Et un beau jour, il y a eu un appel à volontaires pour faire un diplôme valorisant en cybersécurité, justement en cyberdéfense. Et je me suis dit, ben, tiens, je vais postuler. Donc au début j'étais un petit peu déçu parce que c'était un diplôme que je pensais être technique pour améliorer mes connaissances dans le cadre de mes enquêtes judiciaires. Finalement, c'était plus sur du process, plus sur on va dire, de l'ISO et des normes, mais au final, j'en suis plus que ravi parce que c'est beaucoup plus utile aujourd'hui dans le cadre de mes missions. Le référent cybersécurité, c'est une compétence de la gendarmerie nationale par département alors? Oui, effectivement, il y a 1 à 2 personnes spécialement formées par département et employées sur ces thématiques-là, sur du coup 2 grands axes. Un axe qui est le prédiagnostic, où on propose à des entités de rentrer dans leur intimité du système d'information, non pas sur du technique, mais vraiment sur du process et du pilotage d'entreprise. Et une autre partie en fait de prévention, où là on est plus sur du tout-terrain. On aura un discours adapté en fonction du public qu'on aura. D'accord, donc vous travaillez seul, mais pas vraiment seul, puisque vous avez des gens qui vous assistent, vous avez un réseau aussi, hein. Exactement, aujourd'hui la cybersécurité, alors moi j'aime bien l'adage seul on va vite, ensemble on va plus loin, et donc c'est vrai, donc il y a déjà effectivement le réseau interne gendarmerie qui permet de savoir ce qui se passe dans l'écosystème judiciaire et de voir un petit peu les structures qui pourraient avoir besoin de conseils à la suite d'un dépôt de plainte. Et il y a après effectivement tout le réseau d'institutionnels, le réseau du coup de réservistes opérationnels ou non en gendarmerie qui nous permettent d'ouvrir des portes sur le milieu économique, sur le milieu scolaire et le milieu du coup politique, donc c'est important pour nous. Oui. Le Cybermois est une initiative européenne qui finalement concerne tout le monde, c'est la 13e édition. Je vais d'abord revenir sur votre activité. Là, vous revenez d'une présentation, une opération d'initiation peut-être, de sensibilisation dans un lieu insolite, la Banque de France à Mulhouse, hein. Alors, Exactement. racontez-nous, ça s'est passé cet après-midi. Exactement, ça s'est passé cet après-midi. Ça a été, là une fois de plus, un concours de circonstances. Le directeur de la Banque de France de Mulhouse, M. Dale, a demandé si on pouvait apporter notre concours et des idées novatrices pour le Cybermois sur cet établissement. On a proposé un format clé en main, alors avec un lieu chargé d'histoire, avec un lieu hyper atypique. Bon, je vous rassure, j'ai cherché, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de lingots. Et on a organisé justement une animation unique, parce qu'on ne l'a jamais fait, de prévention cybersécurité, mais sur une thématique un petit peu escape game. Et ça a été un franc succès. Vos publics, vous vous adressez à qui dans votre travail de sensibilisation? Alors tout le monde, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité n'a pas de cyberespace en fait, hein. On est tant concerné chez soi à la maison que quand on est au travail. Donc aujourd'hui, n'importe qui est forcément concerné. On essaye néanmoins de prioriser tout ce qui est entreprise et collectivité, parce que c'est quand même ceux qui sont plus à risque, notamment avec des pertes financières assez conséquentes parfois. On a parfois des hôpitaux aussi qui sont piratés, Oui. c'est très grave ça. Oui, c'est très grave. C'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, pour avoir discuté avec les spécialistes de la cybersécurité interne des hôpitaux, l'hôpital, lui, en fait,
c'est pas entre guillemets le vol de données qui forcément, c'est préjudiciable, mais ce n'est pas ce point-là où ils prêtent le plus grande attention. C'est en fait l'arrêt total de l'infrastructure. Il faut savoir aujourd'hui que dans un hôpital, on a une attaque cyber, on a une absence d'outils numériques, on ne peut plus opérer, les blocs ne fonctionnent plus, les urgences ne fonctionnent plus. Donc c'est aujourd'hui leur vraie crainte. C'est pour ça que les hôpitaux se structurent beaucoup plus pour éviter ce genre de sinistre. Je disais donc que c'est la 13e édition du Cybermois, mais ce phénomène de cybersécurité, c'est quelque chose qu'on prend de plus en plus en compte dans les entreprises et dans la vie publique. Alors je pense que ça a toujours existé, mais un petit peu, on va dire, minimisé. Parce qu'on se dit déjà ça n'arrive qu'aux autres, puis on n'en est pas trop parlé. C'est vrai que l'actualité, notamment la presse locale et nationale, n'en parle de plus en plus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a effectivement un côté exponentiel là-dedans et les pertes sont de plus en plus importantes. Donc je pense que le nombre d'attaques évolue forcément, mais c'est surtout en fait l'impact et le préjudice qu'il y a à l'issue. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous donner l'exemple d'une dame qui, sur une arnaque au sentiment, a perdu 130 000 euros. Je peux vous donner l'exemple d'une personne qui, sur un investissement en crypto-monnaie, a perdu pas loin d'1 million d'euros. Donc, c'est que des choses en fait, comme ça qui sont de plus en plus fréquentes et les gens commencent à s'ouvrir, notamment sous les instances judiciaires, pour déposer plainte et essayer de pouvoir récupérer leur préjudice. Donc ça commence finalement partout, même depuis son mobile finalement. Oui. Aujourd'hui, en fait, on ne parle plus de téléphone, mais de smartphone. Un téléphone portable est devenu un mini-ordinateur. Heureusement, pour l'instant, les langages techniques ne sont pas les mêmes, donc il n'y a pas encore foncièrement de grandes passerelles identifiées entre ces deux supports, mais c'est qu'une histoire de temps avant que le smartphone soit complètement le prolongement d'un ordinateur. Et là, du coup, les règles d'hygiène numérique devront encore plus s'adapter et on devra encore être plus prudent si on veut éviter de se faire avoir. Comment ça se passe quand vous intervenez dans un espace d'entrepreneurs, par exemple? Les gens tombent de haut par rapport à ce qu'ils pourraient subir? Alors, c'est une excellente question. J'ai quand même, en fait, sur 2 ans d'activité, pas loin de 300 animations, donc je commence à avoir un petit peu de recul là-dessus. C'est toujours la même chose. Les gens sont un peu distants, se disent « qu'est-ce que je fais là? J'ai peut-être de meilleures choses à faire ». Pensent connaître, parce que sur les premières questions, on voit très bien que mon public s'oriente vers là. Et au fur et à mesure que j'avance dans la présentation, au fur et à mesure que j'avance dans ces démarches-là, ces mêmes personnes-là se rendent compte que finalement, ils pensaient savoir, mais ils ne savaient pas. Et c'est vrai que j'en ai même fait une citation de fin d'intervention en disant qu'il ne faudrait jamais faire face à un sinistre pour savoir que finalement on ne savait pas. Et donc j'en suis assez fier et c'est ce qui peut traduire mes animations de prévention dans ce cadre-là. Alors, parallèlement à cette activité de sensibilisation, donc vous participez à des enquêtes. Oui, alors ça m'arrive de manière épisodique d'assister les enquêteurs de la gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est devenu de plus en plus technique, c'est devenu de plus en plus compliqué. Donc cette ressource-là est mise à disposition des enquêteurs pour tout simplement de 1 répondre le mieux possible à la victime qui est en face et surtout après pouvoir avoir un dossier de qualité permettant d'identifier les auteurs. Alors, il y a toutes sortes d'attaques sur Internet, effectivement, mais la finalité du hacker, du pirate, reste toujours la même, elle est financière. Elle est financière, exactement, car elle est financière, soit en impact direct, c'est-à-dire qu'on va demander un dédommagement, on va faire du chantage, on va jouer sur l'affect, on va installer un rançongiciel qui est un logiciel qui va chiffrer l'intégrité des données, donc c'est très préjudiciable pour la structure qui le subit. Mais on a aussi du coup un autre vecteur de manne financière, c'est le vol de données qu'on va revendre sur le dark web pour après en fait que d'autres escrocs les utilisent et mènent d'autres attaques structurées. Donc oui, la manne et l'impact, et du moins l'intérêt des hackers est quasiment, je dis bien tout le temps financier. Pourquoi? Il existe encore une autre partie de typologie d'hackers qui vont jouer plus sur l'image et sur la notoriété. Donc on se met des activistes pour faire passer des messages idéologiques. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ceux qui nous causent le plus de problèmes aujourd'hui, c'est ceux qui en veulent après notre argent. Ces pirates informatiques sont parfois très jeunes aussi. Oui, il y a tout. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que dans le cadre des enquêtes judiciaires, et le modernisme fait que, on arrive effectivement à démanteler des réseaux. Ce n'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que les personnes sont dans des pays différents,
commandités par des personnes différentes, avec des moyens techniques qui rendent difficile l'identification. Donc c'est vrai qu'on n'a pas des statistiques exactes sur la typologie de personnes, mais on peut imaginer effectivement qu'il y a du jeune comme du moins jeune. Ouais. Dans les conseils que vous pourriez donner au grand public, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà se dire que ça n'arrive pas aux autres. Voilà. Si moi, je peux donner 3 grands conseils qui ressortent vraiment de mon expérience terrain, hein, ça serait de 1, partir du principe que toutes ces données personnelles sont disponibles sur le dark web, donc la face cachée d'Internet. C'est-à-dire que si je vous appelle et que je connais votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale, le prénom de votre chien, ce n'est pas pour ça que je suis un interlocuteur de confiance et légitime. Deuxième point, ne jamais, jamais, jamais donner votre code d'authentification fort bancaire. Les banques n'arrêtent pas de vous dire qu'il ne faut pas le faire, donc c'est vraiment important. Et troisième point, en cas de doute, le moindre doute, j'effectue un contre-appel pour être sûr que j'ai bien en face de moi l'interlocuteur légitime. Si on respecte ces 3 points-là, on arrivera à sortir de ce carcan d'ingénierie sociale, de pression psychologique que les hackers essayent de nous mettre à chaque fois pour nous soutirer le maximum d'argent. La difficulté aujourd'hui, c'est aussi finalement l'apport de l'intelligence artificielle. Bon, ça va dans les deux sens en tout cas, mais en tout cas, Oui. ça me complique la tâche aussi. On va dire que dans le cadre de mes fonctions d'animation de prévention et sur la cybersécurité, je vois forcément l'intelligence artificielle du mauvais côté, même si elle en a effectivement des bons. Mais l'IA aujourd'hui accélère tout, va accélérer en fait les typologies d'attaques. Aujourd'hui maintenant, un attaquant va pouvoir être ultra ciblé sur sa victime, réussir à gagner sa confiance par rapport à ses activités, ses loisirs, sa sphère familiale. Et donc ça, du coup, on rentre vraiment de plus en plus sur la complexité d'identifier ces attaques. Donc c'est vrai que ça risque d'être de pire en pire. Ouais. Si on a maintenant un chef d'entreprise qui voit sur son ordinateur, vous êtes piraté, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il devrait déjà à la base avoir pris la problématique avant que ça n'arrive. Voilà. Mais malheureusement, c'est la réalité du terrain, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut faire, immédiatement débrancher l'ordinateur du réseau pour éviter d'infecter le reste de son système d'information et ensuite tout simplement déposer plainte, donc en se transportant au commissariat de police ou la gendarmerie la plus proche de son lieu entre guillemets d'activité. Et après, en fait, nous, on l'accompagne pour la partie judiciaire et éventuellement par mon intervention pour sécuriser à l'issue un peu plus son système d'information. Qui vous sollicite aujourd'hui pour des animations, la prévention? Tout public, du scolaire, des associations, des entreprises, des collectifs d'entrepreneurs. En fait, aujourd'hui, la cybersécurité, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette recrudescence d'informations, avec du coup les chiffres et les préjudices qui sont causés, beaucoup de personnes commencent à ouvrir les yeux et se dire « Ok, ça n'arrive peut-être pas qu'aux autres, je vais peut-être prendre un peu d'attention sur le sujet ». Donc aujourd'hui, oui, mon discours s'adapte et est dispensé à n'importe quel public et il n'y a pas foncièrement plus d'entrepreneurs que d'étudiants qui sont demandeurs. On va dire qu'aujourd'hui, je le redis, le cyberespace est à la fois dans sa sphère de travail et à l'extérieur, donc on essaye d'être omniprésent. Vous êtes déjà intervenu devant des collégiens? Ça m'est arrivé une fois. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit aux collégiens? Alors aux collégiens, en fait, on adapte le discours. Souvenez-vous, je vous ai dit que la cybersécurité, on adapte foncièrement le discours à la cible qu'on peut avoir. Le collégien, on lui dit que sur la consommation numérique, il faut quand même se dire aujourd'hui que nos enfants naissent presque avec un téléphone greffé sur eux. C'est les utilisateurs d'aujourd'hui, mais les potentiels dangers de demain. Et surtout, ils ne connaissent pas, eux, les dangers. Donc le collégien, on va dire que la ligne conductrice de mon animation pédagogique, c'est de se dire qu'en face de l'écran, ce n'est pas forcément la personne qu'on croit. Si on discute avec un ami, une amie, ce n'est pas forcément la bonne personne qu'on a. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le plus important à diffuser à ce public en particulier. On arrive quasiment au terme de cette émission, adjudant Jérôme Copin. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Quels sont les sites peut-être qu'on peut consulter? Alors aujourd'hui, sur la partie, on va dire, cybersécurité, il y a le 17 Cyber, qui est un organe numérique en cas de dépôt de plainte. Effectivement, après, arriver sur la partie physique en commissariat de police et en brigade de gendarmerie. Demander éventuellement, dans le cadre de prévention, si le référent cybersécurité est disponible et mes collègues se feront un plaisir de nous mettre en relation. Il y a aussi en fait aujourd'hui 2 sites principaux français, l'ANSSI,
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui dispense beaucoup de règles, notamment les règles d'hygiène. Et le deuxième organe en fait, d'État, c'est cybermalveillance.gouv.fr, qui donne des on va dire, bonnes pratiques et bons conseils, notamment aussi de manière plus accentuée en ce cybermois. On va rester positif peut-être, enfin je l'espère. Si on est happé par un cyber-hacker, on peut s'en sortir? Oui, oui. Aujourd'hui, il faut quand même dédramatiser, même si c'est un marché qui pèse 8 000 milliards tous les ans, hein, 8 000 milliards de dollars dans le monde. Si on jauge un petit peu pour comparer, le marché du stupéfiant, c'est 600 milliards. Donc en fait, on fait beaucoup plus d'argent aujourd'hui en étant caché derrière un PC. Heureusement, il y a quand même beaucoup d'attaques qui n'aboutissent pas. Voilà, il faut garder, il faut être positif et surtout se dire que si on a ce carcan psychologique, il faut réussir à s'en sortir avec les 3 conseils que j'ai donnés un petit peu avant. Merci beaucoup, adjudant Jérôme Copin, Merci, cybergendarme. Voilà. Et merci de nous suivre sur la ligne Sungo. Vous retrouvez cette interview bien sûr sur le réseau câblé et Canal Est. À bientôt sur la ligne Sungo. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier avec leur pousse Saint-Patron